Je vais prendre cette autorité et annoncer cette table ronde ouverte avec donc un peu de retard. On va essayer d'écourter pour permettre à ce que la suite du programme d'occupation de l'auditorium puisse être respectée. Néanmoins, nous avons un programme fort dense. Nous avons 6 invités pour venir discuter de la question d'imaginer aujourd'hui une revue Arts et Sciences. Le programme est donc dense parce que nous souhaitons aborder à la fois la diversité des écosystèmes, tant pour l'écriture, l'édition, la diffusion et la lecture de ces écrits. Nous souhaitons aborder également la forme de l'article scientifique qui mute actuellement avec les possibilités d'enrichissement multimédia, jusqu'à même des cas limites, en particulier pour la recherche en art et en design. Selon les publics auxquels il se destine, l'écrit scientifique peut adopter différentes stratégies de diffusion. Dans la communauté scientifique, les questions d'open access sont actuellement et depuis plusieurs années très présentes et nous tenterons d'en aborder les enjeux. Au-delà du domaine purement académique, la médiation scientifique est indispensable pour alimenter le débat public. Ce sera aussi un point que nous souhaitons discuter. À travers les outils et les plateformes d'édition et de publication, ce sont certains aspects techniques qui seront abordés. Une conception paramétrique. Là, j'ai loupé une ligne, pardon. Chacun de ces aspects pourra mériter un long développement, mais donc, comme je l'ai déjà indiqué, on va essayer d'aborder tout ça dans le temps imparti. Pour discuter avec nous ce soir, nos invités sont... Tu veux faire les présentations ? Allez. Alors, tout d'abord, David Bianic. Tu peux faire coucou. Designer et enseignant-chercheur à l'Université Paris 1. Il est aussi chercheur associé à l'Ansad Lab. Ensuite, il y a Anthony Mazur, je fais dans l'ordre alphabétique, c'est plus facile, qui est docteur en esthétique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et maître de conférences en design à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Il a publié en 2017 un essai intitulé « Design et humanité numérique » aux éditions B42. À sa gauche, nous avons Robin Demourette, qui est doctorant à l'Université Rennes 2 et designer et développeur d'interface au Media Lab Sciences Po. Ensuite, avec l'écharpe Vincent Piccolo, qui est cofondateur et directeur du développement de Artbook Magazine. Et avant cela, il était aussi en charge du développement numérique aux éditions du Seuil. À sa gauche, Annick Rivoire, journaliste, critique et spécialiste des nouveaux médias. Elle a travaillé pour Libération. Elle a lancé Poptronic en 2007. Depuis 2014, elle est en charge de la conception éditoriale et de la rédaction de Mercury, le média des labs, donc qui parle de Fab Lab, Makerspace, Hackerspace et Biohack Lab, pardon. Et enfin, Nolwenn Tréandard, enseignante-chercheuse en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. Et avant cela, elle a été éditrice pendant 10 ans. Et pour discuter de tout cela, Lucille Hoth, à ma gauche, enseignante-chercheuse, oui, à l'Université de Nîmes et intervenante à l'Ansad Lab. Et moi, c'est Julie Blanc, je suis étudiante-chercheuse à l'Ansad Lab. Et c'est donc Nolwenn Tréandard qui va commencer en répondant à la question « Qu'est-ce qu'un article scientifique ?» Avant de commencer, j'aimerais souligner que si en sciences, techniques et médecine, les revues sont le support principal de la communication scientifique, en sciences humaines et sociales, les livres jouent encore un rôle important dans la notoriété d'un chercheur. Cependant, avec l'arrivée du numérique, on assiste à une croissance exponentielle des revues en SHS, ce qui modifie les conditions de publication des résultats de la recherche. Alors, qu'est-ce qu'un article scientifique ? S'ils veulent faire carrière, un chercheur doit aujourd'hui publier à tous les stades de sa recherche. Cela fait partie de sa mission de service public que de transmettre et de diffuser le savoir. Il peut produire plusieurs types d'écrits. L'écrit scientifique, donc, c'est-à-dire les résultats originaux de la recherche qui sont écrits par des chercheurs pour des chercheurs, l'écrit didactique vers les étudiants ou l'écrit de vulgarisation vers le grand public. L'article scientifique fait partie de la première catégorie et on pourrait donc le définir comme tel. C'est une contribution textuelle
évalué et publié sous une forme normalisée dans une revue savante. Il est soumis à un certain nombre de contraintes d'écriture, et quelles sont-elles? Tout d'abord, son format doit entrer dans un espace de formatage qui reflète les canons de la démarche scientifique en vigueur dans la discipline. Un article n'est donc pas une zone de libre expression, c'est un dispositif textuel où certains types d'argumentation et d'énoncés sont reconnus comme légitimes au sein d'une communauté donnée. C'est donc un mode de communication normé qui s'adresse principalement à une communauté de pairs. Ce cadrage de l'écriture scientifique peut varier d'une revue à l'autre en fonction des lignes éditoriales, mais en sciences notamment, on va souvent retrouver les mêmes règles d'écriture. La problématique, le cadre théorique de référence, la méthodologie, les résultats et la discussion, le tout pour une longueur d'environ 15 à 25 pages. Ce format textuel est aussi souvent accompagné de mots-clés qui permettront le référencement dans des bases de données et de ce qu'on appelle un abstract, un résumé qui condense en 10 lignes la publication et sur la base duquel on opère une première sélection. Alors, comment on pratique l'évaluation d'un article scientifique? Comment on sait s'il mérite ou non de figurer dans une revue? Tout d'abord, les articles sont évalués par des pairs, des reviewers, qui évaluent le plus souvent en double aveugle, c'est-à-dire de lecteurs anonymes, spécialistes du champ concerné. Et ils vont juger si l'article respecte ou non les critères de scientificité en vigueur dans la revue. Par ailleurs, les revues elles-mêmes sont classées et évaluées selon une pluralité de critères. Un chercheur ne va pas choisir de publier au hasard comme ça dans une revue. Et l'instrument privilégié de ce classement est la bibliométrie, à travers ce qu'on appelle le facteur d'impact. Donc le facteur d'impact ou impact factor est l'indicateur de notoriété de revue le plus utilisé actuellement. Il est calculé à partir de la base de données bibliographique Web of Science de la société américaine Thomson Reuters. Donc le Web of Science indexe aujourd'hui plus de 12 000 revues scientifiques, toutes disciplines confondues, incluant les sciences humaines et sociales et les arts. Donc juste pour faire court, le facteur d'impact d'une revue, c'est le nombre moyen de citations des articles de la revue rapporté au nombre d'articles que publie la revue. Voilà. Donc forcément, les revues qui ont le facteur d'impact le plus élevé seront les plus convoitées par les chercheurs. Mais ce critère d'évaluation fait aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques, notamment à SHS, puisque d'une part, les livres ne sont pas pris en compte dans cette approche, ils sont donc marginalisés, et d'autre part, les revues dominantes sont majoritairement anglo-saxonnes. Donc en réaction, il y a eu en Europe plusieurs initiatives. Tout d'abord, la création de l'ERI, ERIH, European Reference Index for the Humanities, qui répertorie pour la SHS et à l'échelle mondiale plus de 5000 revues. Et en France, une politique nationale d'évaluation des revues scientifiques qui a été mise en œuvre en 2006 avec la création de l'AERS, donc l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et cette AERS a été aujourd'hui remplacée par l'HCERS, donc c'est le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, une autorité administrative indépendante qui propose sur son site un classement des listes de revues par discipline. Donc pour un chercheur, publier dans ces revues dites classées est particulièrement gratifiant. Donc pour terminer, en fait, je voulais juste souligner le fait que l'HCERS réfléchit actuellement à la valorisation d'autres productions de la recherche que les écrits dits scientifiques et propose par exemple dans mon champ, dans ma discipline, en sciences de l'information et de la communication, d'évaluer d'autres catégories, comme les productions de transfert et de valorisation de la recherche, donc par exemple des carnets de recherche, comme les productions de recherche à caractère didactique, donc là on peut penser à des dictionnaires en ligne ou également des MOOC, mais aussi des productions créatives, théorisées, donc les PCT, comme les commissariats d'exposition, des catalogues d'exposition, des installations performance, des web documentaires ou même des serious games. Donc on le voit, l'écrit scientifique peut avoir recours à des éléments visuels. Et puis, comme vient de le mentionner Nolwenn, l'HCERS tente de valoriser des formes qui ne vont pas être d'abord et majoritairement textuelles. On peut se demander donc, dans l'écrit textuel lui-même, quelle va être la place qui est laissée à l'image. Et je vais passer donc la parole à David Bianic qui va développer ce point. Oui, alors, s'agissant de cette question de la publication, en particulier du matériau visuel dans les productions scientifiques en règle générale, bon, bien entendu, le matériau visuel n'est pas absent des publications scientifiques, bien entendu, depuis tout temps, mais si on veut regarder ce qui se profile un peu aujourd'hui, sa capacité à prendre une place plus importante
qu'auparavant, peut-être à trouver même une sorte de primauté, voire exclusivité de la publication par l'image. Il me semble que pour le penser, il faut peut-être remonter aux éléments un peu fondamentaux de ce qui fait l'énonciation scientifique ou de toute façon la publication scientifique. Alors, je passe là ? Oui. Donc, alors, sans prendre trop de temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, mais je voulais juste indiquer en quelques mots ici l'idée que les sciences ont de tout temps à voir avec le langage, qu'il n'y aurait pas de science sans langage, ça va de soi, et que le langage a plusieurs utilités pour la science depuis tout temps, à savoir, à minima, transcrire ces objets, ou en tout cas rendre compte de ces objets, concepts, lois, énoncés, etc. Il y a donc une pluralité de langages des sciences, puisque depuis le XVIIe, XVIIIe, les langages se sont diversifiés, sont devenus idiomatiques dans certains cas, pour certains champs scientifiques, etc. Donc parler d'un langage des sciences, ça n'a pas de sens. En revanche, il y a bien une pluralité des langages. Ce que l'on peut regarder, si on s'intéresse simplement à un des aspects ou à une des formes de traduction du travail scientifique, il y a ce qui concerne les énoncés scientifiques. On sait qu'ils existent, ils sont de deux types en règle générale, enfin on les connaît sous deux types. Ce qu'on appelle les énoncés d'observation, les énoncés théoriques. Alors pour faire court, les énoncés d'observation sont des énoncés qui vont en fait rendre compte ou décrire des faits, phénomènes observables. Et puis les autres, eh bien, ce sont les énoncés qui vont plutôt se référer à des choses qui ne sont pas directement observables. On sait que ces énoncés peuvent trouver à être un peu interreliés. Des énoncés d'observation vont avoir des relations possibles et des traductions possibles sur le plan théorique et inversement. Il y a des énoncés singuliers qui tiennent compte d'observables plus locaux, parfois dans des temporalités plus inscrites, et puis ceux qu'on dit universels qui renvoient à des niveaux de généralité. Bref, tout ça pour dire que la question des énoncés scientifiques trouve beaucoup de formes de langage rédigés, logiques. En mathématiques, ils sont équationnels, ils sont algébriques. Mais la place de l'image dans tout ça est intéressante à regarder, puisqu'en fait, elle est assez marginale. Elle n'a pas le rôle qu'on pourrait lui céder aujourd'hui. Et on peut se demander quid de l'importance que joue l'image dans ces publications. Alors, ce serait trop long d'en faire le tour maintenant, mais simplement pour indiquer que si on balaye un petit peu l'histoire et on regarde comment cette image est sollicitée, on se rend compte qu'en réalité, il y a de tout temps dans les sciences la place donnée à la schématisation, à la figuration, et aujourd'hui à scientifique, puisque fort des technologies aujourd'hui, l'image prend place sous forme de simulation, de modélisation, mais lorsque l'image est présente, elle est souvent rehaussée, appuyée par un énoncé discursif ou rédigé. Et la question qu'on peut se poser, c'est une question qui s'ouvre aussi aux arts et aux sciences, dans la collaboration, c'est de savoir s'il peut y avoir véritablement une place de choix allouée à l'image, au sens où elle pourrait être elle-même première et jouer un rôle unique, autonome, si je peux dire. Alors, j'avais relevé cette image-là, mais ça va être trop long, donc je ne vais pas non plus trop abonder. J'avais relevé cette image dans la Gazette de cette semaine de Harvard, où il était question d'un programme que certains mathématiciens entamaient sur les formes visuelles comme mode d'énonciation, mais aussi de conceptualisation scientifique. En mathématiques, ça devient une question importante aujourd'hui pour supplanter parfois quelques difficultés rencontrées avec la forme écrite. Donc je vais aller peut-être un peu plus vite, simplement pour dire que ce travail de la place allouée à l'image et la possibilité de lui donner plus que la primauté, l'exclusivité dans les productions scientifiques, de publications scientifiques, peut-être est un sujet dont on doit se préoccuper un peu plus aujourd'hui. Il faudrait faire fort des écrits de Tufte, de Bertin, de Schneiderman et d'autres, y compris ceux, les plasticiens comme Klee, Kandinsky, qui ont posé aussi un certain nombre d'éléments importants sur l'écriture pictographique notamment. Et puis regarder ce que certains data designers proposent et qui travaillent en collaboration avec les laboratoires pour regarder comment, en l'occurrence, la visualisation de données peut être un outil, un véhicule possible pour une énonciation visuographique scientifique qui donnerait justement une place, encore une fois, première à l'image. Voilà, c'est pour faire très vite. Donc David, tu viens de souligner qu'il peut y avoir un rapport formel, esthétique et producteur de sens qui devient central dans la publication. À présent, on va un peu se demander comment ce rapport-là il est pris en compte ou non chez les éditeurs académiques aujourd'hui. Et je vais passer la parole à Anthony. Mais j'aimerais juste d'abord introduire un constat qui sera un peu exagéré. Donc il semblerait que dans la publication scientifique, il n'y ait pas tellement cette prise en compte du design. Vraiment en exagérant. Au mieux, les livres et les revues sont très classiques.
Au pire, là, il y a une vraie pauvreté formelle. Nous pouvons avancer quelques explications à cela. Déjà, les contraintes économiques qui sont de plus en plus serrées pour la publication académique. Et lorsqu'il faut faire des économies, on a tendance à plutôt se passer d'un designer graphique que d'un secrétaire de rédaction, par exemple, ce qui est tout à fait normal. Plus particulièrement dans la chaîne de production des revues, l'apparition de plateformes de publication numérique a entraîné des possibilités d'appliquer des gabarits de mise en page tout près à certains formats numériques. Et cela a eu aussi tendance à entraîner la disparition du designer graphique, souvent pour le pire, tout particulièrement dans la publication de l'objet imprimé. Donc Anthony, si on reste du côté du design graphique, va nous montrer quelques contre-exemples. Oui, merci. Je vais tout d'abord rebondir 2 petits points très rapides sur ce qu'ont dit Nolwenn et David. Heureusement, enfin, on est dans une table ronde sur une revue Art et Sciences. Heureusement, pour l'instant, en art, on est préservé de ces contraintes bibliométriques. Donc, il faut quand même le noter, en tout cas dans la CNU 18, dans laquelle je suis inscrit. Et par rapport à ce qu'a dit David sur les images, alors c'est Pierre-Damien Buy que je n'ai pas vérifié, mais il m'avait dit que ça faisait pas si longtemps que dans les thèses de doctorat, on pouvait mettre des images. Alors, je n'ai pas vérifié cette hypothèse, mais voilà, ça mérite quand même d'être noté, ce qui est du coup assez dramatique. Alors j'ai plutôt ramené des exemples positifs parce que je partage le constat de Julie. Il y a malheureusement très peu d'exemples qui impliquent, disons, un dialogue ou une collaboration entre designer graphique et chercheur. D'ailleurs, le chercheur peut lui-même être designer graphique, hein, ça n'empêche pas. Étant donné que dans bien des cas, déjà, il n'y a pas de designer graphique. Et s'il y en a, souvent, il arrive en bout de course comme un exécutant. Et ce qui ne donne pas des résultats très intéressants. Donc là, l'exemple que j'ai donné sont extraits des champs de l'art et du design. Je vais passer assez rapidement. Donc le premier exemple, c'est la revue Nouveau Document. Alors du coup, ça sort peut-être des processus d'évaluation. Là, entre peut-être la revue et le livre. Hein. On est presque sur un format au niveau éditorial, presque comme un livre, qui du coup mélange plusieurs champs, notamment la psychologie, l'art ou la curation. En tout cas, c'est une nouvelle revue lyonnaise qui du coup a fait appel à la dessinatrice de caractère Alice Savoie pour intervenir. Elle n'a pas fait que je ne sais pas si elle a terminé dans la maquette, je ne crois pas, mais elle a aussi écrit des contenus dans la revue. Donc le designer graphique, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas seulement celui qui met en forme. Même si c'est déjà compliqué, on peut en convenir. Peut-être on peut passer sur l'exemple suivant. La revue après-avant, alors c'est pas non plus une revue qualifiante, mais de toute façon, en CNU 18, les revues qualifiantes en design, il n'y en a que 2. Donc on a vite fait le tour. Je vous rassure, il y en a quand même plus qui existent, hein, heureusement. Mais la liste ne reflète pas la pluralité du paysage. Donc là, c'est une revue qui, un peu comme des actes de colloque, voilà, qui fait le point sur les rencontres de Lure, qui sont le plus vieil événement typographique au monde. Ça fait plus de 60 ans que ça existe. Et donc, c'est une revue qui a eu 3 numéros et qui donc jouait un peu comme des actes et qui annonçait le thème suivant. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un rapport assez fin entre le propos du colloque et la forme de la revue, étant donné qu'il y avait eu un appel à contribution, mais pas pour les textes, mais pour les caractères typographiques. Donc ce sont des caractères créés pendant l'année que n'importe qui pouvait envoyer à l'équipe de rédaction, qui étaient d'ailleurs les mêmes que l'équipe des designers. Et après, tous ces caractères typographiques, donc il y en a quand même une quantité assez considérable, hein, une centaine par numéro, étaient du coup intégrés. Donc là, on voit, c'est assez flagrant, il y a 2 lettrines qui sont avec des caractères, le titrage, le C en bas et le texte courant. Donc il y a déjà là au moins quasiment une dizaine de polices, juste sur une double page. Peut-être on peut passer à l'exemple suivant. Merci Lucille. L'exemple que je connais bien, vu que j'ai confondé cette revue, la revue Back Office. Donc là, peut-être c'est plutôt sur la question des supports qu'on pourrait, je crois que ça fait l'objet d'une autre question, qu'on pourrait discuter. Voilà, aujourd'hui, on parle de revues scientifiques, mais du coup, quid des habitudes des lecteurs, étant donné que la plupart des consultations se font sur écran mobile. Donc c'est des choses qui doivent être abordées. Et malheureusement, quand c'est le cas, c'est souvent confié, comme disait Julie, à des plateformes par défaut qui appliquent des templates avec des logiques de standardisation, où les designers graphiques sont exclus du processus bien trop souvent. Et du coup, je voudrais pas laisser entendre que quand on parle d'édition, on parle d'édition imprimée. Ça n'a pas du tout de soi. Et donc l'importance, sans doute, de penser des formats de lecture complémentaires entre support imprimé et numérique, avec des S dans les 2 cas. On va passer rapidement là-dessus. Ça, c'est du coup un site complémentaire, un essai que je viens de publier, où du coup, là, il ne s'agit pas de répliquer l'essai sous sa forme imprimée, mais d'amener plutôt des contenus en licence libre que les lecteurs peuvent consulter, et l'iconographie est déportée sur cette plateforme.
Et dernier exemple, c'est peut-être, je ne sais pas s'il y a des acteurs tout à l'heure que j'ai croisés dans cet événement qui sont occupés de cette plateforme-là. Donc c'est une plateforme de recherche conçue par Gwenola Wagon et Stéphane Desgoutins, enfin le programme de recherche, pas le site web. Et Javgas, voilà, pour le site web, exactement, merci. Et du coup, la plateforme de publication, c'est l'exemple peut-être le plus loin des conventions que j'ai trouvées, où du coup, on voit en bas à gauche le chemin de fer, en quelque sorte. Après, on peut zoomer dans les textes, et il y a des robots d'écriture qui viennent se balader et interagir avec les textes conçus à l'origine. Donc, en quelque sorte, le site web devient une performance qui rejoue la thématique globale de la publication. Merci, Anthony. Ce qui est intéressant dans les objets éditoriaux que tu viens de nous présenter, c'est non seulement la pluralité de leur forme graphique, mais aussi la pluralité des publics auxquels ils s'adressent. C'est-à-dire qu'on déborde très largement le microcosme, ou en tout cas le circuit fermé de l'édition académique. On peut rencontrer un public, enfin ces objets peuvent rencontrer des publics non spécialistes de ce qui va être traité dans les textes, et ainsi aussi aborder une certaine complexité de ces choses-là. Ces objets peuvent aussi séduire un public d'amateurs ou de passionnés de design et d'art. Et ce point précis de déborder le domaine proprement académique, c'est celui de la médiation scientifique, qui est donc indispensable pour alimenter le débat public. Et Annick Rivoire, tu es donc une spécialiste de cette question, puis de la médiation scientifique avec Poptronics en particulier, et autour de la R&D avec Makery. Je te passe la parole. Alors, je ne sais pas si je suis spécialiste de la médiation scientifique. Je suis spécialiste de la médiation parce que je suis journaliste, mais en l'occurrence, moi, je viens du grand public et je m'adresse au grand public. Et en tant que journaliste, j'ai été victime de la crise de la presse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais plus personne lit les journaux, donc les revues scientifiques, je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, la presse généraliste, ça ne va pas très bien. Et donc, le constat que moi, j'ai fait, c'est que dans la presse classique, les chercheurs sont souvent convoqués pour une citation, une interview au grand maximum, et qu'en général, ça ne suffit pas à faire passer la pensée et la recherche. Donc moi, j'ai décidé de changer un peu la donne et d'essayer de concevoir une façon de faire de l'information en allant chercher des auteurs qui soient divers, donc des artistes, des designers, des graphistes, des chercheurs et des scientifiques. Donc d'abord en créant Poptronics, donc c'est là avec c'est assez drôle parce que derrière Poptronics, donc bon, évidemment c'est un site web, donc là c'est des captures d'écran, donc c'est absolument, enfin normalement c'est pas comme ça qu'il faut montrer un site web. Hein. Et si le designer graphique qui s'appelle Christophe Jacquet-Dittoff était là, il serait vert, quoi. Parce qu'évidemment, il n'y a pas toute la page, il n'y a pas l'ergonomie, ça défile, ça clignote pas trop, mais c'est noir et blanc. Et voilà, ça date de 2007 et derrière, il y a un système de publication libre, un open source, qui s'appelle SPIP, qui est un système qui a été développé en France par une communauté de libristes et de journalistes, notamment du monde diplomatique. Et le concept, moi, que j'ai essayé de mettre en place, c'est une revue qui n'est pas une revue scientifique. Je cherche absolument pas à me... Enfin, voilà, quoi, c'est pas ça le but. Le but, c'est plutôt d'essayer de faire se croiser des regards et des pratiques. Et j'ai poussé des artistes à écrire des articles. J'ai fait faire des performances graphiques à des gens qui étaient plutôt dans la musique. Et enfin, bref, on a fait des trucs un peu fous et patraques. Et c'est dommage parce que la capture d'écran, elle date d'hier. Là, ce matin, j'ai mis en ligne une première chronique d'un jeune artiste qui publie son carnet de recherche. Donc c'est le premier, je pense, enfin j'espère qu'il y en aura tout un tas. Et alors ce qui est assez savoureux, c'est qu'il est étudiant dans une école des beaux-arts française, tout ce qu'il y a de bien, mais que son directeur de recherche lui a déconseillé formellement de publier sur Poptronics, parce que évidemment c'est pas une revue scientifique, quoi. Et donc on publie son carnet de recherche et puis voilà, quoi. Je sais pas comment, j'espère que ça ne va pas le desservir. En tout cas, on ne cite pas l'école du coup, hein, voilà. Et ça fait partie des choses qui se font quand on est dans la médiation justement et qu'on essaye d'atteindre le grand public. Moi,
Je me dis que son carnet de recherche, donc c'est sur le jeu vidéo queer, il est carrément bien. Ce qu'il fait, c'est très très chouette, et je pense que ça peut intéresser le grand public, les gens qui sont des gamers, comme les gens qui s'intéressent aux cultures, au genre, etc. Quoi. Enfin, il y a tout un tas de croisements possibles. Voilà, on peut passer quelques. Moi, là, par exemple, moi, ce que j'aime assez, c'est de faire se croiser des regards et des expériences, et donc d'aller chercher des chercheurs qui sont spécialistes d'un domaine et qui vont aller, par exemple, visiter une exposition et raconter ou voir une performance, et du coup la restituer pour un public, par définition, sur Internet, personne ne sait que vous êtes un chien, donc on ne sait pas qui c'est qui lit les papiers. En tout cas, sur Poptronics, les gens restent longtemps. On a des stats, on ne sait pas qui ils sont, mais au moins ils restent, donc ça veut dire qu'ils lisent un petit peu. Et donc là, c'est une chercheuse d'un laboratoire d'une école d'art qui a participé à une exposition. Voilà, on peut passer plusieurs images. Là, c'est une interview d'Elisabeth Lebovici et Catherine Gonard, qui avaient écrit un bouquin absolument fabuleux sur l'histoire de l'art et l'histoire des femmes dans l'art. Donc on a beaucoup cherché, et je pense que l'idée, c'était que la forme était quand même assez contrainte, c'est-à-dire que ça ressemblait un peu au papier, mais que ça passait par l'écran. C'était une forme aussi de médiation du monde du papier qui se veut très sérieux et qui ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe sur le web, alors que les pratiques, les usages, c'est quand même sur Internet que ça se passe aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc, après, j'ai donc lancé un autre média qui s'appelle Makery, qui là s'adresse à une autre communauté et qui lui aussi part du principe que plus on est nombreux à alimenter à la source, plus c'est divers et plus c'est intéressant, puisque on s'adresse à un public qu'on espère le plus large possible. Et moi, en tant que journaliste, je dis toujours que je ne sais rien, et que le principe, c'est que je suis curieuse et que je m'adresse à des gens qui, eux, en tout cas, quand je fais une interview, normalement, la personne en face, elle sait de quoi elle parle, et j'essaye de restituer ce qu'elle a dit. Et quand on travaille sur Makery, donc c'est un média sur les Fab Labs, le mouvement de la fabrication numérique, tous les labs, les hackerspace, etc. Donc c'est plein de gens qui sont dans des laboratoires de recherche participatifs, collaboratifs, et qui essayent eux aussi de faire tomber d'une certaine manière les cloisons et les barrières entre les disciplines et entre les pratiques. Et donc on fait aussi, là aussi on fait intervenir beaucoup de... Tu peux faire passer, ouais. Des gens, des chercheurs, donc qu'on fait contribuer. Et là par exemple, c'est... Alors lui, je ne le connais pas personnellement, hein. Il m'a envoyé une proposition. Il est à Montréal et il intervient il est docteur en philosophie et spécialiste des mouvements de transformation sociale, et il a participé à un procès organisé à Montréal autour de la collaboration, de la fabrication collaborative. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était intéressant parce que forcément, il a un point de vue qui n'est pas le mien, et que son point de vue va permettre de faire contribuer à améliorer le débat et la connaissance, aussi bien pour le petit maker qui bidouille dans son coin que pour le chercheur qui s'intéresse à ces objets de transformation. Voilà. Voilà. On a tout un tas, donc on a des designers qui écrivent, on a des chroniqueurs un petit peu particuliers qui s'intéressent à l'art spatial, etc. On vient de terminer un festival, puisqu'on est aussi acteur et contributeur. Donc c'est une façon, je pense que c'est une autre manière d'atteindre le public que la revue scientifique, mais en tout cas c'est une façon de faire de l'art et de la science. Et je voulais juste terminer sur cette dimension, multiplateforme, puisqu'on a aussi un compte GitHub. Alors GitHub, c'est une plateforme de ressources de code. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, en tout cas, des gens qui développent des projets déposent des bouts de code, et ensuite, vous pouvez refaire à partir de ces bouts de code tout un tas de projets. Ça va de trucs totalement virtuels à des choses complètement physique. Et donc l'idée, c'est que maintenant il ne s'agit plus d'être seulement sur
un type de publication, mais pour être présent et être perçu par le public, il faut être sur tout un tas de plateformes. Ça, c'est une plateforme également open source. Moi, je pense qu'il faut, si on veut faire une revue art science qui déborde un peu du cadre et qui s'adresse et qui touche un public, et qui s'adresse pas juste à ses pairs, il faut être multiplateforme, c'est-à-dire qu'il faut aussi bien pouvoir publier sur Twitter que sur GitHub. Voilà, c'est absolument indispensable pour croiser les regards et croiser les pratiques et croiser les plateformes, parce qu'il faut être partout. Juste une anecdote pour finir. Makery est beaucoup plus ancré dans les réseaux sociaux que ne l'a été Poptronics, puisque Poptronics est né en 2007 et c'était le tout début des réseaux sociaux. Sur Makery, vous pouvez avoir 10 000 likes sur un papier dans Facebook, et concrètement, il y a 3 personnes qui vont cliquer pour ouvrir l'article et le lire. Donc, ce qui relativise totalement l'effet de visibilité qu'on peut donner aux réseaux sociaux. Mais n'empêche qu'il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux pour que les gens quand même viennent lire les contenus. Ce qui ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on est sur Facebook qu'on est forcément, qu'on galvauderait les contenus. Il faut attirer les publics et donc aller là où ils sont aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Autour de cette question de la circulation des savoirs, des textes, là on voit l'aspect qui va concerner le fait de toucher le grand public. Mais cette question de la circulation que tu as abordée à demi-mot en mentionnant notamment la plateforme qui est derrière le site de Poptronics et aussi en mentionnant GitHub, elle apparaît d'autres manières aussi pour l'écrit scientifique, y compris quand il reste à destination de lecteurs académiques. Et ça apparaît en particulier autour de l'open access. C'est une question qui devient de plus en plus présente dans la communauté scientifique parce que la plupart du temps, les chercheurs sont rémunérés ou les recherches sont rémunérées sur fonds publics et néanmoins, les publications vont se faire dans des écosystèmes qui sont privés. Et c'est donc Nolwenn Tréandard qui va reprendre la parole sur ce point et nous expliquer un peu comment ça fonctionne, tout ça. Oui, voilà, tu m'avais demandé d'expliquer un tout petit peu comment fonctionne aujourd'hui le marché de l'édition scientifique, donc en particulier dans le secteur privé, puisque c'est un segment de l'édition qui fonctionne d'une manière bien particulière. Donc il faut savoir que les contenus scientifiques des articles de revue sont à la fois écrits et expertisés par des chercheurs qui sont payés dans leur grande majorité par les pouvoirs publics, par la puissance publique. Très souvent aussi, le travail éditorial de production d'une revue est assuré par ces mêmes chercheurs ou au sein d'unités de recherche qui vont, pour certaines aussi, produire des revues. Donc dans le cas du privé, en tout cas des éditeurs privés de revues, ils bénéficient donc de services de chercheurs qui sont financés sur des fonds publics et qui vont assurer ce travail de publication sans être rémunérés. Juste une petite particularité, donc à cet égard, il faut souligner que le droit de la propriété intellectuelle pour les chercheurs n'est pas le même qu'en littérature générale, puisque les auteurs de publications scientifiques ne sont pas payés, enfin en général, par les éditeurs en contrepartie de la cession des droits de publication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils bénéficient d'un traitement fixe qui est versé par l'État pour produire leurs travaux. Donc ça fait partie de leur mission de recherche. Quel rôle joue alors l'éditeur privé ? Il va prendre en charge souvent l'impression, la diffusion, la distribution et on va en tirer un revenu commercial en revendant ces revues pour l'essentiel à des organismes publics, notamment des bibliothèques universitaires. Le problème, c'est qu'on assiste depuis plusieurs années déjà à des dérives de la part d'éditeurs peu scrupuleux, donc des géants, pour ne pas les citer, comme des groupes comme Elsevier ou Springer, qui pratiquent une politique tarifaire très agressive et des contraintes très fortes aussi. Par exemple, ils vont imposer l'achat d'un bouquet de revues plutôt qu'un choix sélectif d'abonnement en fonction de politiques scientifiques ou documentaires. Donc, ces formes d'appropriation en fait, du travail scientifique
font aujourd'hui l'objet d'une dénonciation croissante. Il y a des appels à boycott en fait, qui se multiplient aussi au sein de la communauté scientifique. Je crois qu'en France, depuis le début là, de l'année, pour réagir à la hausse exorbitante des prix des revues, je ne sais plus pour quel grand groupe c'est, si c'est Elsevier ou non, c'est Springer. Aucune institution française aujourd'hui n'a renouvelé son abonnement au bouquet. Donc voilà, il y a un rapport de force en fait que les chercheurs essayent d'inverser à l'heure actuelle, parce que ce double financement public du secteur privé pose en effet problème. Donc c'est pourquoi se multiplient aussi depuis plusieurs années des initiatives en faveur de l'open access. Par exemple, la création de HAL, cette plateforme ouverte pluridisciplinaire qui a été créée en 2001 par le CNRS et sur laquelle les chercheurs sont aujourd'hui fortement invités à venir déposer leurs écrits. Ce qui n'a pas été sans problème par rapport aux droits en fait, que détenaient encore pour certains les éditeurs privés de revues. Donc pour en parler, en fait, c'est vrai que ça nous amène droit aujourd'hui sur le terrain de la loi pour une république numérique et des changements qu'elle instaure. Donc sur ce sujet, je laisse la parole à Lucille. En fait, juste vous dire que le petit schéma là qu'on voit, qui est sans doute très critiquable sur ses aspects graphiques, illustre très bien ce qu'on était en train de dire sur la montée en puissance du débat de l'open access dans la communauté scientifique. C'est un morceau d'un poster qui a été fait par l'association Open Access Languedoc-Roussillon. C'est une série de 8 posters qui est exposée dans plusieurs universités. Donc je sais qu'ils étaient à Nanterre au mois de novembre. Avant ça, ils étaient à l'université de Nîmes. Et je crois qu'ils défilent comme ça, ces posters. Ils sont en train de se balader dans toutes les universités françaises pour mettre en place des stratégies de mise à disposition des textes des scientifiques sur HAL. Donc voilà, il y a ce type de démarche qui se met en place. Pourquoi ? Parce que donc, en 2016, en France, nous avons légiféré. La loi pour une république numérique, et en particulier l'article 30, va venir encadrer des pratiques qui avaient déjà lieu, à savoir la mise à disposition des travaux des chercheurs de façon souvent assez pirate sur des plateformes soit pirates, soit privées, ça dépend. Et actuellement, donc, il y a une démarche de anti-ResearchGate, à nouveau pour ne pas la nommer, la plateforme privée, qui se passe du coup, en tout cas pour la communauté scientifique française, essayer d'aller déposer les textes sur HAL plutôt que ResearchGate. Et là où l'aspect législatif est intervenu, je ne vais pas tout vous lire, c'est uniquement sur le fait à partir du moment où la recherche est publiée de façon majoritaire par des fonds publics, soit nationaux, soit européens, l'auteur a le droit, d'un point de vue donc légal, d'aller déposer gratuitement le manuscrit tel qu'il a été envoyé à l'éditeur, validé pour publication par l'éditeur. Quand on dit manuscrit, c'est-à-dire donc en dehors de sa mise en forme graphique qui, elle, va appartenir à l'éditeur. Voilà. Et je crois que sur les questions d'open access, Anthony, tu avais des choses à nous dire. Merci, oui, c'est un sujet extrêmement important. Oui, alors cette loi, en plus, j'avais eu la chance d'être dans les... En fait, c'est sur une plateforme aussi, on pouvait voter à la base pour plusieurs amendements. C'était une plateforme qui avait été mise en place par le Conseil national du numérique. Et j'avais eu la chance de participer à ces discussions qui sont extrêmement importantes, spécialement cet article. Et aussi, pour compléter ce qui a été dit avant, il y a certaines unités de recherche maintenant, je ne sais plus quelles universités, mais qui sont évaluées uniquement sur les articles qui sont déposés sur HAL, donc pour inciter les chercheurs à déposer. Et je conseille ce blog de Lionel Morel, qui est documentaliste et qui reprend assez finement ces subtilités de loi. Mais juste peut-être pour distinguer, alors l'open access c'est bien, mais si on le traduit, c'est dire accès libre ou accès permission d'accès, mais ça ne veut pas dire licence libre. Donc il y a aussi une nuance peut-être qu'il faut faire, c'est que c'est très bien qu'on puisse accéder aux articles, mais il faudrait même aller plus loin. Et là, la loi de la République numérique, malheureusement, est insuffisante. C'est pas parce que l'auteur peut déposer dans une plateforme de dépôt comme HAL que n'importe qui peut après reprendre l'article, voire le modifier, rêvons, voire le commercialiser, comme le permettent les licences libres Creative Commons. Donc après, rien n'empêche les auteurs de négocier avec les éditeurs en amont pour ces choses-là, mais je pense qu'il faut bien distinguer open access et licence libre. Et à titre personnel, moi, quasiment tout, même je crois. Mes textes sont disponibles sous licence libre. Alors il y a des nuances après, non commerciales ou pas, mais ce qui permet du coup à n'importe qui de les republier, comme ce qui a été fait dans une publication récente dont Julie Blin s'occupait, un journal
Pré-Postprint, qui est un groupe de recherche sur l'édition multi-support, où du coup il y a un de mes textes qui a pu être repris parce qu'il était sous licence libre. S'il avait été juste en open access, la loi empêchait que cet article soit republié. Donc là, je pense qu'il y a aussi un blocage au niveau du partage des connaissances. Le lecteur y a accès, mais on ne peut pas le mettre dans des anthologies. Bon, voilà, juste après cette mise au point, on peut peut-être passer à la suite. Alors du coup, là, c'est de l'open access. Donc c'est un ouvrage, c'est un travail que je trouve assez précurseur de 2008 d'un chercheur en théorie des médias, Mackenzie Wark. Du coup, alors on peut accéder à l'ouvrage en ligne, n'importe qui peut le lire. Mais là où c'est intéressant, c'est que les lecteurs peuvent enrichir les contenus via le plugin Command Press, qui est du coup un plugin pour le CMS WordPress, et du coup commenter chaque section, chaque paragraphe du livre, et donc l'enrichir. Donc là, c'est plutôt au niveau des usages d'open access que je voulais mettre l'accent par rapport aux exemples. Enfin, cet exemple est au suivant. Alors, je ne sais pas s'il y a personne dans la salle, mais un journal de recherche récemment sorti au MIT Press. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a accès au code source de l'article, un peu comme ce qu'a montré juste avant un écrivoir avec Makery. Et pareil, les lecteurs peuvent commenter des sections, et donc on a accès à tout le travail de reviewing, mais y compris après que l'article soit sorti. Donc en fait, le travail d'édition, en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas au moment de la publication. C'est un processus constant. Exemple intéressant, un peu plus complexe à expliquer, une revue récente Ars Science, je ne sais pas, en tout cas Science, édité par Google, Distill, où là la question de l'open access se pose spécifiquement au niveau voilà, sur la deuxième image, s'il te plaît, au niveau des contenus. Alors, c'est pas de l'iconographie du coup, parce qu'en fait, ces blocs-là, on ne le voit pas à l'écran, un peu comme Poptronics, mais c'est interactif. Donc là, en l'occurrence, j'ai bougé le curseur de l'image de gauche pour faire sourire la personne. Voilà, on pourra le pousser davantage. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces modules interactifs qui jouent vraiment un rôle d'argumentation, donc ça recoupe tout à fait ce qu'a montré David Bianic, mais peut-être sous une forme du coup qui va peut-être plus loin que la simple image. Le code source de tous ces éléments interactifs sont documentés sur GitHub. Et donc n'importe qui peut reprendre ces blocs interactifs, les modifier, les republier ailleurs. Et l'ensemble de l'article, donc où texte-image, fait l'objet d'un dépôt GitHub et est placé, ce qui est assez logique, sous une licence libre. Je n'ai pas les détails, mais voilà, vous les trouverez sur ce site. Alors nous en revenons maintenant à la question de la lecture, parce que on a un petit peu critiqué les éditeurs, mais il se trouve qu'on en a un dans la table ronde qui va peut-être pouvoir nous expliciter quel rôle central qui, en fait, par ailleurs, en début de table ronde, Julie l'avait mentionné, il y a certains rôles de l'éditeur qui disparaissent du milieu de l'édition scientifique. Ensuite, dans les exemples d'Anthony, on voyait que finalement, des éditeurs ou des éditions ou des objets éditoriaux qui ont un soin vis-à-vis du design graphique, il en existe encore, et ce qui permet de remettre au cœur l'apport de l'éditeur. En particulier, donc aujourd'hui, les questions sont encore différentes, rendues différentes du fait de la multiplicité des supports de lecture. Donc, juste pour énumérer les petits schémas que vous avez derrière vous, on a des tailles d'écran différentes, des lectures en mobilité, des lectures fixes. On a de l'impression peut-être à la demande, on a de l'impression domestique chez soi. Tous ces supports-là, pour pouvoir être adressés par un objet éditorial numérique, posent les questions des formats. Et en particulier, donc, je crois que Vincent va pouvoir nous parler un petit peu du format EPUB, qui est un format encapsulé d'édition. Donc encapsulé, ça veut simplement dire que vous n'avez pas besoin d'être connecté à Internet pour pouvoir lire votre objet. C'est à la différence d'un site web, par exemple. Le modèle éditorial encapsulé qu'on connaît le plus et qu'on utilise presque quotidiennement, c'est le PDF. Et l'EPUB est en passe de le remplacer. Donc Vincent, oui. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu d'EPUB parce qu'avec ABM, vous en faites beaucoup et surtout, vous les faites bien. Merci. Oui, c'est vrai que nous, en 2012, quand on a découvert l'iPad, on s'est dit qu'il y avait des nouvelles formes de représentation qui pouvaient être très intéressantes. Au départ, en fait, la plupart des acteurs proposaient essentiellement du PDF. Donc, on a commencé à développer des outils qui étaient autour du PDF. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, avec le développement des technologies, la standardisation des modes de représentation, à la fois en HTML, mais aussi plus largement sur l'EPUB, on a des modes de représentation qui maintenant permettent de s'adapter aux différents écrans, aux différents
représentations et aussi qui correspondent à des nouvelles demandes, à des nouveaux besoins, au sens où aujourd'hui on a pour des besoins, alors nous plutôt pour l'art et la création, mais qui rejoignent aussi des thématiques qui sont liées à la science, des besoins d'avoir des modes de représentation qui passent par la vidéo, qui passent par des galeries photos, qui passent par de l'interactivité. Et pour ce fait, on a besoin justement d'utiliser des supports qui sont plus adaptés. Nous, on a la particularité d'être pas uniquement éditeur, mais aussi prestataire pour des institutions culturelles, pour des éditeurs, pour des acteurs du luxe. Et on est aussi, une des particularités, c'est que ce ne sont pas les éditeurs qui ont le pouvoir chez nous, mais ce sont les designers graphiques. Et les éditeurs et les développeurs travaillent au service des designers graphiques. Donc c'est d'abord le graphisme qui compte, et c'est un élément qui est extrêmement central par rapport au mode de représentation digitaux. On fait aussi un petit peu du papier, voire même on essaie de faire du papier qui copie le digital. On a différents modes de représentation. Là, vous voyez des représentations typiquement... on fait les rencontres, toute la communication des rencontres d'art, donc les différents supports, à la fois sur desktop, mais aussi sur un tablette, iPhone et autres. On a aussi une librairie qui s'appelle Artbook Magazine, éponyme, et qui donc, elle, présente vraiment la création et l'art contemporain sous ces différentes représentations. Et donc, que ce soit de l'article scientifique aux actes de colloque, aux monographies, aux catalogues. On a également aussi donc travaillé plus loin maintenant pour intégrer un maximum la standardisation en fait, qui est offerte par les développements technologiques. On a aussi un des avantages, c'est que le format EPUB, donc Electronic Publishing, qui est le MP3 de l'édition, qui est un petit peu du mal à se mettre en place, ne serait-ce que du fait de la concurrence du PDF, qui est encore adapté à des formes anciennes, mais qu'on a l'habitude encore d'utiliser très largement. Et l'intérêt du EPUB, c'est qu'aujourd'hui, il est intégré dans les normes du W3C, donc le consortium qui gère l'ensemble des règles de l'Internet, et qui gère aussi maintenant l'ensemble des règles des représentations des publications électroniques. Donc les publications électroniques étaient auparavant surtout textuelles, donc uniquement du noir, avec des maquettes extrêmement simples, des maquettes beaucoup plus simples même que ce que l'on retrouve pour les articles scientifiques. Et au fur et à mesure, maintenant, ce format s'enrichit avec des nouvelles représentations. Déjà, en format textuel, on n'est plus uniquement dans une approche uniquement papier, mais uniquement simplement les alphabets latins, mais on est plutôt dans une approche aussi, on peut avoir tout type de représentation, donc aussi de l'hébreu, du mandarin ou de l'arabe et autres. On a la possibilité d'avoir une portabilité également, des formats enrichis, donc notamment en intégrant la vidéo, les galeries de photographie, des systèmes d'interaction qui sont beaucoup plus forts. On a même la possibilité de pouvoir intégrer des outils interactifs qui vont permettre à des enfants aux différentes formes, différents acteurs de pouvoir être en interaction et donc de pouvoir s'approprier le contenu différemment. On a même le livre accessible qui est en fait tout simplement, le livre qui s'adapte au lecteur et non pas l'inverse, et qui est extrêmement utile pour l'ensemble des 10, les dyslexies, les dyspraxies et autres. Et donc ça permet aussi d'avoir une mode de médiation où en fait c'est le médium qui va s'adapter au destinataire et non pas l'inverse, et ce qui est extrêmement structurant. Et puis on a aussi des formes un petit peu évoluées. Donc là, il n'y a pas le son, mais par exemple là on est sur ce qu'on appelle le media overlay. Donc on a la synchronisation de l'audio et de la vidéo avec là, un effet karaoké que vous pourriez voir, et en fait une prolongation en fait de l'expérience de découverte qui peut être à la fois textuelle et audio, ou seulement audio. Donc une adaptation en fonction des modes de représentation. Demain, pour aller plus loin, on essaiera même de pouvoir avoir des portabilités qui seront adaptées du smartphone à la télévision 4K, et donc qui proposeront des contenus qui seront donc spécifiques à chacun de ces devices. On va dire qu'on n'est encore qu'aux prémices de l'adaptation du contenu aux différents types de terminaux qui nous entourent. Donc, Vincent vient de nous parler des environnements de lecture et des formats de diffusion numérique.
Nous avons aussi discuté de la combinaison multimédiatique qui représente des nouveaux contenus éditoriaux qu'il faut de plus en plus prendre en compte dans la publication. Et là aussi, les formats ont leur importance. En fait, cette problématique des formats se retrouve tout au long de la chaîne éditoriale qui comprend différentes technologies, des logiciels, des formats, des langages de programmation, à différents moments de production, de création et de diffusion. Et ces considérations techniques, elles semblent invisibles et abstraites, mais en réalité, elles structurent de façon puissante l'objet éditorial qui est produit. Et ça a une incidence essentielle sur les formes qui vont être produites. Et donc, nous allons à présent laisser Robin parler de l'autre côté de la chaîne de publication pour discuter des enjeux techniques pour l'écriture et l'édition des contenus dans la publication scientifique. Oui, merci Julie. Alors, c'est bien que tu aies introduit cette question sur la question des formats, puisque c'est un petit peu ce dont on va parler. Donc moi, je vais rapidement intervenir sur cette question de la technique, mais dans la manière dont elle s'exprime spécifiquement pour ce projet de revue ARS Sciences. Donc, comme ça a été présenté précédemment, cette revue elle a plusieurs spécificités. D'abord, c'est une revue qui entend s'adresser à une variété de publics. Ensuite, c'est une revue qui entend présenter une série d'éléments relevant de l'art, donc d'éléments qu'on pourrait qualifier de non textuels, qui ne vont pas être des éléments qui vont être naturellement intégrés ou intégrables dans les systèmes de communication classiques de la production scientifique, de la communication scientifique. Et troisième point, du coup, c'est une revue qui entend être une revue scientifique et qui doit en conséquence s'intégrer, se conformer à toute une série d'enjeux et de normes techniques qui sont relatives au circuit de communication contemporain. Donc si tu peux passer... Donc, pour illustrer cette question, je vous ai présenté une petite image aujourd'hui, une petite image qui porte sur une contribution particulière qu'on pourrait qualifier de contribution scientifique. Donc, il s'agit d'un article de carnet de revue scientifique écrit sur la revue Hypothèse, qui est une revue sur la plateforme Hypothèse, pardon, qui est une plateforme qui est dédiée à l'hébergement de carnets de recherche. Et ce que je voulais montrer à travers cette image, c'est la même contribution sous toute une variété de formes. Vous pouvez voir au-dessus, dans les deux tranches du dessus, la manière dont elle va apparaître à l'éditeur ou à l'auteur qui va écrire ce billet de blog sur une plateforme, puis la manière dont il va apparaître sur un navigateur web, donc à l'écran, mais également sous la forme de code source. Et ensuite, la manière dont cette même contribution va également exister donc sur Twitter, à travers un tweet portant sur ce billet de blog, et puis dans un moteur de recherche. Donc, ce que je voulais montrer à travers cette image, c'est qu'aujourd'hui, une contribution scientifique, donc comme ça a été dit par ailleurs, elle existe en tant que contribution dans sa variabilité et sa capacité à être reformulée à travers toute une série de formats et dans toute une série de contextes de publication. Donc cette capacité des contenus à exister et même à se faire à travers ces différentes reformulations, elle a été théorisée notamment dans les sciences de la documentation sous la notion d'éditorialisation. Et en ce qui concerne des publications qui relèvent, donc des productions qui relèvent de la publication scientifique, elle est d'autant plus importante que ce qui fait le système de la communication scientifique aujourd'hui, ce sont des processus d'éditorialisation qui vont être faits par des personnes, mais également qui vont être faits par des machines. Puisque toute contribution va exister, encore une fois, uniquement à partir du moment où elle va pouvoir être intégrée dans une série de systèmes, retransformée pour être utilisée dans une série de systèmes d'information, que ce soit par exemple pour la recherche d'informations, avec la question de l'indexation. En ce qui concerne ce point-là, aujourd'hui, l'espace de la communication scientifique sur le web est fortement structuré par un ensemble de machines et de services qui sont dédiés à l'indexation des contenus scientifiques. Donc ces services ils peuvent être privés, comme Google Scholar, que vous connaissez peut-être, mais ils peuvent être également publics, comme la plateforme Isidore.
pardon, ok, qui est dédié à cette question. Ils vont également, donc ces contributions vont exister dans ce rapport-là de reformulation technique à ce titre-là, mais également au titre un petit peu plus prosaïque dont on a déjà un petit peu plus parlé, du fonctionnement des dispositifs numériques eux-mêmes, c'est-à-dire que un contenu va exister dans sa reformulation au niveau de ce qui se passe dans votre navigateur quand vous allez le voir, puisque ce que vous voyez n'est toujours que le produit d'une transformation entre un code source et un élément et son image, disons, sur l'écran. Donc, ce qui me semble important par rapport à ce projet de revue Arts et Sciences, c'est la manière dont on va penser ce contexte d'éditorialisation, ces règles du jeu finalement qui veulent qu'un contenu va exister dans ces reformulations successives par rapport aux contenus qui vont nous intéresser, qui sont des contenus qui ne sont pas exclusivement textuels et qui sont des contenus également qui sont portés par des personnes qui tiennent à la forme, qui tiennent aux apparences, qui tiennent au design. Si tu peux revenir un petit peu en arrière. Je vais en parler juste. Donc, une manière de répondre à cet enjeu-là, une manière qui est assez répandue dans les stratégies éditoriales contemporaines, c'est ce qu'on appelle le single source publishing. Donc, single source publishing, ça veut dire la publication à source unique. Mais cette stratégie-là, ce principe-là qui est le plus répandu, me semble poser problème dans le cadre d'une revue Arts et Sciences, puisqu'on va avoir, dans le cas des contributions qui vont nous intéresser, pas mal de difficultés à définir ce que sont ces fameux contenus qui vont devoir être publiés sur une variété de supports. Donc premier problème, et puis premier problème, comment définir ce que sont ces contenus, et deuxième problème, comment avoir, quelle éthique adopter par rapport au fait qu'on ne maîtrise pas finalement les apparences que vont prendre les contenus qui vont émaner de cette initiative de revue. Donc, je voulais illustrer cette problématique à travers un point plus spécifique de cette espèce de processus que constitue l'éditorialisation des contributions, en me concentrant sur un temps particulier donc, de ce processus, qui est le temps de l'édition des contenus. Et en essayant de montrer en quoi est-ce que, déjà au niveau de ce temps-là, il y a un enjeu vis-à-vis de ce qu'on va pouvoir développer comme stratégie de déclinaison et de variation dans la présentation des contenus qui vont être publiés. Donc je voulais vous montrer un petit peu juste 3 exemples différents de représentation des contenus et donc de formats de représentation de contenus qui pourraient ensuite être qualifiés de contributions scientifiques. Et la manière dont déjà à ce niveau-là, on voit des différences dans la manière dont ces contenus vont être manipulés collectivement par des acteurs qui peuvent être différents et puis vont être tournés vers un certain type de contribution et pas vers une autre. Donc ce premier exemple, c'est l'exemple de l'éditeur Gutenberg, donc, qui est l'éditeur à venir qui est donc un module d'édition qui va être bientôt intégré dans la plateforme WordPress, qui est une plateforme de publication utilisée pour des publications scientifiques, mais pas uniquement, bien sûr. Donc dans cet éditeur, on a un premier rapport à la représentation qui est ce qu'on appelle un éditeur WYSIWYG, donc What you see is what you get, et qui induit du coup une forme d'équivalence visuelle entre une structuration des contenus et du sens de ces contenus et une représentation typographique. Il faut que j'avance ? Ok. Donc premier exemple, je vais avancer du coup parce qu'il faut aller vite. Deuxième exemple que je voulais vous présenter, c'est donc un autre format de représentation utilisé dans les outils d'écriture, qui est le format Markdown, qui induit déjà un rapport différent à l'écriture et à l'édition, puisque donc il s'agit d'un format d'encodage des textes assez léger que vous pouvez voir sur la gauche, le résultat est sur la droite, qui consiste à fournir à des auteurs qui ne sont pas forcément des experts technologiques un moyen de contrôler l'écriture du sens de leur publication, tout en ayant quand même un certain confort dans la lecture du contenu brut, disons, même si dans son état, disons, dans son état préalable à sa mise en forme.
troisième exemple. Donc un troisième type de représentation que je voulais vous montrer, donc, qui est pour le coup en usage de manière massive dans le champ de l'édition scientifique. Il s'agit du langage XML et plus précisément TEI, et qui est un langage pour le coup qui est beaucoup plus technique et qui est beaucoup plus donc un langage organisé selon un système de balises qui va être lui tourné vers l'encodage du sens et la manière dont on va pouvoir par ce système de balises d'encodage décrire de la manière plus précise possible le sens du texte qui va être présenté. Alors, en termes de conclusion rapide, ce que je voulais juste vous montrer avec ces trois exemples de technologie, c'est que il y a dans ces différents formats, bien qu'ils soient très différents dans la manière dont ils sont censés être utilisés dans les acteurs auxquels ils s'adressent, plus ou moins techniques, on voit qu'il y a la prévalence de certains présupposés qui me semblent devoir être réquestionnés dans notre cas. Le premier, le principal, du coup, vu que je n'ai pas le temps, étant le fait qu'on considère que c'est le texte qui reste toujours au centre de la contribution. Et finalement, qu'on tourne tous nos efforts de formatage et de formalisation sur l'encodage du texte. Donc dans notre cadre, enfin dans le cadre de ce projet, je pense qu'un enjeu sera justement d'apprendre à jouer avec ces différents formats qui sont néanmoins qui sont des formats ouverts, répandus, et qu'il va falloir utiliser de manière à faire exister cette revue dans l'écosystème de la communication scientifique tel qu'il se présente, mais avec lequel il va également falloir jouer et manipuler de manière à développer des stratégies qui nous permettront de mettre en avant du texte, mais également d'autres éléments à travers ces différents espaces. Voilà, j'étais un peu... Donc pour finir, on voit que la conception technique et la question de la conception technique et de la conception graphique sont vraiment intimement liées. Et on a beaucoup parlé de multiplicité des supports, des formats, des environnements de lecture. Et ceci, ça pousse le designer finalement à concevoir non plus une forme fixe et unique, mais à produire et à implémenter un ensemble de règles et de conditions qui donnent lieu à des formes variables, mais maîtrisées, qui s'adaptent au support. Donc les logiques de mise en forme s'adaptant automatiquement et dynamiquement aux écrans sont réunies sous l'appellation de design responsive. Mais si on veut prendre en compte un contexte de lecture plus global où on observerait aussi différentes situations de lecture et non plus seulement différents écrans, on va dire. Donc des situations qui peuvent être des conditions temporelles, des typologies d'attention différentes selon les lecteurs, une granularité de la lecture, un accès aux réseaux différents. Donc ces situations-là, elles interrogent le degré d'adaptivité du design proposé au lecteur. Donc comment proposer un design non plus seulement responsive, mais aussi paramétrique, dont la réforme peut être motivée par l'utilisateur lui-même. Je vais passer la parole à David qui va... Alors très vite, parce qu'on est pressé et qu'il nous faut rattraper le temps, je vais glisser sur les quelques diapositives juste pour mentionner un projet sur lequel on travaille à l'ENSAD Lab, qui est justement d'essayer de mettre en place un premier prototype de design d'interface paramétrique, compte tenu de tout ce qu'on a dit là et des possibilités qui sont offertes au lecteur, mais aussi à l'auteur, de pouvoir éventuellement penser sa contribution dans le temps, avec des variations possibles, des états, enfin tout un tas de choses dont on a parlé. On postule que peut-être ça modifie le réseau d'acteurs, des acteurs qui sont impliqués dans la chaîne, évidemment l'auteur, mais aussi l'éditeur, les relecteurs, et puis au bout de la chaîne, également designer, concepteur, et au bout de la chaîne le lecteur, et que tous ces acteurs peuvent avoir à disposition un outil qui leur proposerait des réformes paramétriques selon des profils. Alors on est en train de regarder, de travailler à un mock-up qui permettrait, selon qu'on est designer, auteur, relecteur ou lecteur, d'avoir finalement un outil qui permet de modifier tant la structure. Là, quand on parle de paramétrique, de notre point de vue, c'est une réforme qui touche à la structure, à la partie structurelle, fonctionnelle et graphique ou stylistique ou identitaire. Donc on essaie de couvrir une variété des paramètres possibles en postulant, en espérant que peut-être derrière tout ça, au-delà des modifications diverses et variées qui peut en apparaître,
c'est qu'on va avoir différents apports possibles, peut-être en termes de production scientifique, que là on a une plateforme qui permettrait des échanges que les plateformes actuelles ne permettent pas, que d'autre part en termes de valorisation et médiation, on est peut-être aussi dans la possibilité de convoquer, ou en tout cas d'intéresser un public qu'on n'avait pas jusqu'alors touché. Voilà. Et puis même de formation à la recherche, considérant que ça peut être aussi un outil fort utile pour la transmission. Voilà. Donc on travaille là-dessus, c'est un travail in progress, mais qui devrait aboutir à une formalisation technique prochaine. Très bien. Bien, nous allons conclure en coupant beaucoup de choses. Simplement, donc, comme vous l'aurez compris, à demi-mot ou du moins entre les lignes des différentes prises de parole de cette table ronde, nous sommes en train de concrètement imaginer une revue Arts et Sciences, non sans lien avec la chaire Arts et Sciences qui organise l'événement qui nous réunit tous pendant les 36 heures depuis ce matin et jusqu'à demain, fin d'après-midi. Donc cette revue, nous l'imaginons multimodale, multisupport, modulable, paramétrique, qui respectera les critères de l'open science et de l'open tech. Et nous ne l'imaginons pas sans lien avec un éditeur, ni sans lien avec aussi une transmission vers le plus grand public, c'est-à-dire avec des plateformes plutôt de l'ordre du journalisme et pas seulement rester fermé sur le milieu académique. Voilà, je conclus de façon un peu brutale puisqu'on nous presse. Les sirènes ont retenti un peu plus tôt. On ne va pas attendre qu'elles retentissent à nouveau. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si nous avons le temps d'une question. En tout cas, merci pour votre attention.